J'accueille avec plaisir en ce jeudi chez Agora ici Télévision M. Tristan Malavoie, écrivain, scénariste et musicien. Il a fait paraître entre autres les romans suivants: Le Nid de Pierre, L'œil de Jupiter, récipiendaire du prix France-Québec 2021, le livre-disque L'école des vertiges en 2018 et le recueil de récits Un endroit familier en 2022. Il a par ailleurs dirigé pendant plusieurs années la rubrique Arts et livres du journal Voir et a tenu une chronique livres et arts visuels à Télé-Québec. Il dirige aussi la collection Quai numéro 5 aux éditions XYZ. Son dernier livre s'intitule Ce que la nuit déposera dans tes mains, publié aux éditions Main Libre en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Malavoie. Merci, je suis ravi d'être là. Merci de l'invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Bon, alors, à voir votre bibliographie, vous avez commencé par la poésie, là. Vous avez commencé avec ce premier recueil, là, L'œil initial, paru chez Triptyque en 2001. Et ça, c'est avant d'aller vers le récit, vers le roman. J'aimerais savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous inspire fondamentalement dans votre démarche de créativité littéraire et poétique en général? C'est une bien vaste question. Alors, évidemment, je suis inspiré par beaucoup de choses. Je suis inspiré par mes réflexions sur l'amour, sur la mort, sur l'amitié, comme je crois à peu près tous les écrivains. Je dirais que chez moi, il y a une place toute particulière qui est faite à la nature. Sans doute parce que j'ai grandi au contact direct de la nature. Moi, j'ai grandi dans un village de l'Estrie qui s'appelle Saint-Denis de Brompton, sur une ancienne ferme, en fait. Mes parents ont acheté l'année avant ma naissance, donc ça a été la maison durant toute mon enfance. Une ancienne ferme, 130 acres de forêt avec des bâtiments de ferme encore accessibles et tout. Et puis, j'ai passé, oui, une grande partie de ma jeunesse à fréquenter cette forêt, à la sillonner. Et sans me rendre compte que ça me remplissait d'images, que ça me aiguisait chez moi une sensibilité à la nature. Et de fait, on le remarque souvent en lisant mes écrits, ça s'est transposé dans mon écriture. Parfait. Bon, là, on va parler carrément de votre tout dernier. Ce que la nuit déposera dans tes mains. Bon, c'est un titre très expressif. On voudrait savoir ce que la nuit déposera dans tes mains. Parce que là, vous adressez carrément... La personne qui va lire ce titre, ça s'adresse au lecteur, là. Ça attise sa curiosité, n'est-ce pas? À la lecture, on dirait que c'est de la prose poétique. Est-ce que c'est bien ça? C'est de la prose poétique, justement? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait confortable avec cette appellation. J'ai déjà écrit en vers aussi, mais je me suis attaché beaucoup à ce médium poétique qui est la prose poétique. Donc, ce sont des petits paragraphes qui tiennent souvent en 3 ou 4 lignes, 5 lignes, et où il n'y a pas c'est pas découpé en vers, mais on est néanmoins dans le champ de la poésie. Très bien. Là, je vais retourner, je vais vous interpeller sur cette page couverture. L'image en page de couverture, c'est une représentation artistique du disque de Nebra. Un disque de bronze incrusté de plaques d'or, découvert en 1999 en Allemagne, datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ, là. Il s'agit de la plus ancienne représentation connue de la voûte céleste. Là, je suis en train de lire votre présentation que vous avez faite justement dans le livre, qu'on peut lire carrément. Comment est-ce qu'il faudrait comprendre et assimiler cette symbolique-là dans cette page couverture? Merci de cette question. Je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler, de cette couverture. Excellent. J'ai découvert l'existence du disque de Nebra assez récemment. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, je crois, parce que j'en parle autour de moi depuis que ce livre est paru, et puis je réalise que c'est assez peu connu, en fait, cette découverte archéologique, pourtant majeure, mais découverte archéologique assez récente, vous l'avez dit, ça remonte seulement à 25 ans, et même pas, 1999. On découvre en Allemagne ce disque de bronze qui est de cette dimension-là à peu près, disque de bronze incrusté de plaques d'or,
Et bon, au départ, les gens qui l'ont découvert, ce disque, croyaient que c'était beaucoup moins ancien. Mais après datation, et puis il y a eu un débat sur la date, mais selon l'interprétation la plus plausible de ces tests, on est devant un objet qui date de 1600 avant Jésus-Christ. Première représentation connue de la voûte céleste. Il y en a peut-être d'autres qui dorment dans des cavernes qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'ai découvert donc l'existence de ce disque il y a quelques mois à peine. Et j'ai tout de suite été fasciné par l'objet. Il faut dire que j'étais en train de compléter un projet de poésie où il est beaucoup question de la voûte céleste, où il est beaucoup question des étoiles, des rapports entre notre planète et puis l'infiniment grand et puis le cosmique, entre l'infiniment proche et l'infiniment lointain. Alors, je me mets à lire sur ce disque de Nebra, je trouve ça fascinant. Je trouve l'objet très, très beau. D'ailleurs, ça, c'est une représentation artistique qui reprend ces motifs, mais j'invite les gens, vous pourrez peut-être le présenter à l'écran ou sinon j'invite les gens. Justement, notre réalisateur va le mettre là, c'est sûr. Formidable. Et donc, l'objet est très beau. Et tout de suite, j'ai cette envie d'intégrer le disque de Nebra, sa symbolique, à un poème. Donc, un des tout derniers poèmes que j'ai inséré dans Ce que la nuit déposera dans tes mains fait référence au disque de Nebra. Puis ensuite, quand l'éditeur, chez Main-Libre, quand on m'a demandé ce que j'imaginais en page couverture, ben, j'ai dit, ça pourrait être une belle piste. Donc, j'ai lancé la graphiste Isabelle Toussaint de la maison d'édition sur la piste du disque. Elle m'est revenue avec cette interprétation. Je suis content parce que ça m'aurait moins plu de le représenter tel quel, si vous voulez. Mais là, c'est une lecture du disque de Nebra avec ses motifs principaux qui me plaît beaucoup. Bon, là, j'ai envie d'y aller avec une réflexion subjective, comme pour dire là que ce que la nuit déposera dans tes mains, c'est quasiment cette voûte céleste, là. Oui, bon, on pourrait résumer ainsi. J'ai envie de dire que, je vais rebondir sur votre image, j'ai envie de dire que ce que la nuit, éventuellement, nuit symbolique, bien sûr, va déposer dans des mains tout aussi symboliques, ça peut être quelque chose de très, très vaste. Ouais. Hein, c'est pas seulement qu'une petite pierre, ça peut être quelque chose peut-être d'aussi vaste qu'une nuit étoilée. C'est un recueil que j'ai écrit, disons, en me plaçant à l'écoute des choses, en m'intéressant à la notion de patience. On est dans une société où tout va très, très vite et où on s'attend à des résultats immédiats tout le temps. Puis je pense assez pertinent de réfléchir en 2023 à cette notion de patience. Oui. Et si on laissait le temps travailler pour nous aussi parfois, ce qui ne veut pas dire être passif, ce qui veut dire être dans une attente active et regarder le temps travailler pour nous, interagir avec, dialoguer avec le temps et puis pourquoi pas avec la voûte céleste. Et quand on traverse cette nuit que serait la nuit d'une certaine patience, qu'est-ce qu'on trouve au petit matin dans nos mains? Alors, on peut trouver quand on se réveille le matin. Des souvenirs lointains. Oui. On peut trouver des souvenirs lointains qu'on avait un peu oubliés, mais dont on réalise qu'ils ont encore beaucoup de sens pour nous. Très bien. On peut se retrouver avec des éléments symboliques. C'est ça qui nous font rêver. Excellent. Alors, on va rebondir sur cela. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. J'accueille Tristan Malavoie pour cette émission d'Agora chez ICI Télévision. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, à ICI Télévision. J'accueille Tristan Malavoie, écrivain polyvalent dans les genres littéraires. Mais cette fois, on parle poésie. Il y a un retour de notre auteur invité à la poésie. Là, on parle d'un recueil, M. Malavoie, qui est écrit à la deuxième personne du singulier, hein, le tu. Quelle est la finalité? On dirait que vous parlez à un ami, quelqu'un d'inconnu, d'anonyme. C'est quoi le message que vous voulez véhiculer, justement? Quelle moralité aussi, on va dire? J'aime beaucoup la deuxième personne du singulier parce que, bon, il y a cette idée de s'adresser à quelqu'un qui pourrait être un proche, qui pourrait être une amoureuse, qui pourrait être un disparu aussi peut-être, qui a été cher à notre cœur. Mais ce tu, il porte certainement un je également. Alors, de s'adresser à soi, peut-être un soi un peu passé, un soi un peu différent, pourquoi pas un soi futur même, en le plaçant dans un tu, ce qui installe une petite distance avec le sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je dirais que c'est un tu composite dans lequel il y a assurément un je, mais pas que. Parfait. Alors, les frontières sont mouvantes dans ce recueil.
comme c'est décrit, une respiration suffit à passer du périmètre de la chambre à celui de la Voie lactée. C'est un univers de portes dérobées, de métamorphoses, d'éblouissement, de non-dits, de lettres mortes. Mais aussi, quelle part occupe l'exploration de la mémoire? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une tentative, se réapproprier l'enfance, ce qui a été vécu au passé, en quelque sorte. Quelle place occupe la mémoire, justement, dans ce recueil? Merci de la question. La mémoire occupe une place centrale. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'enfance qui est revisitée, vous venez de le souligner aussi. Dans ces poèmes, on est toujours tourné vers l'avant, je trouve, dans notre société. On est incité à être tourné vers l'avant, vers le futur, vers le progrès. Et souvent, on tourne la page des époques passées un peu vite. On tourne la page de sa propre enfance un peu vite. Moi, j'ai écrit donc ces poèmes-là en réfléchissant beaucoup à celui que j'ai été petit, aux attentes qu'il a eues, aux émerveillements qu'il a eues, aux éblouissements devant la nature, aux complicités qu'il a eues aussi, complicités parfois déçues. On est tous faits de joie, mais aussi de meurtrissures, de deuil. Alors, il y a évidemment certains deuils également qui sont explorés dans ces poèmes, certaines ruptures, comment est-ce qu'on se recompose, on se reconstruit à partir du moment où quelque chose qui a été absolument essentiel, nous a paru essentiel à notre vie, n'est plus là. Comment est-ce qu'on va au-delà? Alors oui, c'est une exploration de l'enfance et de la jeunesse, peut-être au sens plus large, qui est une exploration attentive, qui est une exploration un peu troublée, mais pas que. C'est toujours dans l'idée de mieux se tourner vers l'avant par la suite. Très bien. Galaxy M87, là. Là, il m'a interpellé ce titre-là. Galaxy M87. Un imaginaire cosmique, quelque part, là. Est-ce que vous avez tenté justement de mettre cet imaginaire dans tout le recueil, ou de manière instantanée peut-être, parce que c'est juste le titre du milieu, Galaxy M87. Comment décortiquer ça, justement? Oui. Il y a des éléments d'imaginaire pur, mais souvent le plus souvent en fait, je pars d'un élément de la réalité, d'une anecdote, d'un souvenir précis. Alors en 2019, je suis en Europe, je suis à Lausanne en fait, au Festival de la poésie de Lausanne. Et un matin, je suis assis dans un café, je lis un article où il est question d'un trou noir supermassif qu'on est en train d'observer, qui se situe dans la galaxie M87. Et ça m'a inspiré tout de suite l'idée d'un poème. Déjà, j'étais dans le travail de texte autour de la voûte et puis de l'infiniment lointain, l'infiniment grand. Alors, je prends quelques notes comme ça, à même le journal, je pense. Je déchire la page et je pars avec ça. Et plus tard, c'est devenu non pas un, mais deux poèmes, en fait, qui se retrouvent dans le texte, dans cette section Galaxie M87. Donc, vous voyez, je suis parti d'une anecdote, d'un moment réel, d'une observation cosmique véritable, et j'ai transposé ça en poésie. Très bien. Extrait page 22, avec votre permission, qui dit ceci. On s'en va tous ce qui tombe. Où s'en va tout ce qui tombe à l'orée? Jusqu'où aller sans son désir et ses matières premières? Tu ne sais toujours pas où enfouir les restes des étoiles polaires. Alors là, j'ai comme l'impression, un ressenti entre le destin et la fatalité. Est-ce qu'il y a une frontière entre les deux, le destin et la fatalité? Ce ne sont pas des termes avec lesquels je suis très familier, non pas que je ne vois pas pertinemment ce qu'ils veulent dire, mais je ne suis pas autant que d'autres écrivains interpellés par ces notions de destin et de fatalité. Ce ne sont pas des choses dans lesquelles je crois beaucoup, pour tout dire. Ceci dit, il y a quelque chose du même ordre ou d'apparenté dans le texte, où enfouir les restes des étoiles polaires, où enfouir ce qui nous reste des éblouissements qu'on a connus, des moments d'ivresse qu'on a connus quand c'est derrière, quand c'est passé. Comment est-ce que ça peut se métamorphoser, continuer d'habiter en nous, même si l'objet de ces ivresses, de ces émerveillements, de ces éblouissements, lui, a disparu. Alors, il y a cette idée-là. Mais moi, je suis pas beaucoup dans la fatalité, ni dans la destin. Dans ces questions-là. Comment vivre l'instant avec une certaine plénitude, un instant qui accueille ce qu'on a été auparavant, ce que le passé a été, et puis qui s'ouvre le plus possible
sur l'avenir. Très bien, l'instant présent. Encore une pause, mesdames et messieurs. On retourne dans les prochaines minutes. J'accueille Tristan Malavoie, écrivain qui a fait apparaître tout dernièrement chez Main Libre, Ce que la nuit déposera dans tes mains. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Tristan Malavoie est mon invité. Je continue à discuter avec lui à propos de son dernier recueil. Là, c'est un recueil de poésie, de prose poétique. Ce que la nuit déposera dans tes mains. Alors, il y a plusieurs passages là qui sont très interpellants. Ils sont très profonds là. Ça chante comme les embâcles. Tu ne croyais pas réentendre ces sons-là, y reconnaître une voix. Tu es au bord d'un fjord, hein, fjord oublié qui a déjà décidé du cours des choses. Mais c'est une image d'une profondeur, là. Mais je vous demanderais juste de nous l'expliquer. Est-ce que c'est un souvenir? Comment le comprendre, justement? Comment la comprendre, cette image? C'est un extrait qu'on a placé en 4e de couverture. Exact. Merci d'en faire la lecture. Oui, j'y suis assez attaché. Bon, je pourrais parler pendant 1 heure de chaque poème, évidemment, mais peut-être en quelques mots. On a parlé d'entrée de jeu, en tout début d'entretien, de la place qu'occupait la nature dans ma poésie, l'observation de la nature. Et ici, il y a cette idée d'un fjord oublié qu'on observe, on se tient à ses côtés, et ce fjord aurait déjà décidé du cours des choses. Donc, il y a l'idée, ça rejoint quand même l'idée maîtresse du recueil, que quand on se place dans un état de patience, de disponibilité, d'ouverture devant la nature et devant le temps, il y a un sens des choses qui apparaît peu à peu de lui-même. Donc, vous voyez, le fjord, il appartient à la nature. Ce n'est pas une partie de nous, mais il peut canaliser le sens des choses à partir du moment où on se rend disponible. Donc, c'est peut-être la réponse courte que je donnerai à votre question. Très bien, merci. Bon, si vous le voulez bien, un extrait qui vous parle, Monsieur Malavoie, extrait justement du recueil « Ce que la nuit déposera dans tes mains ». C'est à vous. Alors, je vous lis 2 très courts textes. La porte est posée au milieu d'un grand parc. Il n'y a de cloison ni à droite ni à gauche. On pourrait la contourner. Tu te redis tout ça pendant que ta paume se pose sur le froid de la poignée. Au réveil, il n'y a plus de mur ni de plafond, qu'un ciel agrégat où s'attardent des pourquoi. Quelle couleuvre l'a avalé? Est-ce que c'était l'été dernier ou bien un siècle avant? La première neige tombe sur ton piano et c'est son rire que tu entends. Je vous laisse commenter. Peut-être je commencerai par dire qu'il y a une touche de surréalisme dans ces poèmes, assumés. Oh, oui. Vous l'aviez vu, une porte posée au milieu d'un grand parc. Exactement, c'est une image magnifique, hein, il faut le dire. Là. Merci. Mais moi, j'ai toujours été sensible à... Alors, je ne dirais pas que c'est l'étiquette première à mettre sur ma poésie, le surréalisme, mais je suis sensible au surréalisme en poésie. Et il y a toute une tradition de surréalisme en poésie, d'ailleurs au Québec, autour de Roland Giguère, entre autres, un poète que j'ai beaucoup lu, que je vous invite à découvrir, là, les auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore. Et alors moi, j'en mets des touches comme ça. Pour moi, c'est comme si ça me donnait accès à des petites ouvertures possibles dans le réel. Ici, c'est carrément une porte posée dans un parc. On pourrait décider de suivre le cours normal des choses et puis de continuer à vaquer à ses occupations, mais on pourrait la contourner, donc cette porte, mais tu te redis tout ça pendant que ta paume se pose sur le froid de la poignée. Voilà. Il y a on est intrigué, je m'excuse, il y a une voiture de police qui passe à côté. On est intrigué, on a cette curiosité de ce que la porte va nous révéler. Donc, pour moi, les touches de surréalisme installent ça dans les poèmes. Et puis, la dernière ligne du deuxième poème, la première neige tombe sur ton piano et c'est son rire que tu entends. Encore là, une touche de surréalisme. On imagine qu'on est dans une maison où il n'y a plus de cloison, ni de mur, ni de toit. La neige tombe jusque sur le piano et
ce sont moins des notes qu'on entend que le rire de quelqu'un de disparu. Ça peut être d'une amoureuse, ça peut être d'une mère peut-être qui n'est plus là. Mais la musique finalement se conjugue au rire d'un disparu, d'une disparue qui nous a été chère. Puis le rire, c'est profondément humain, hein, il faut le dire. Heureusement que c'est là, hein? Heureusement que le rire est là, parce que autrement, ça serait le contraire du rire, hein. Monsieur Malavoie, une question là qui me vient à l'esprit. Le rôle de la poésie, là, voyez-vous. Quel rôle peut jouer la poésie justement pour permettre à la littérature de revêtir sa fonction sociale dans la société là? Comment vous, est-ce que vous voyez ça? Sa fonction sociale, ben, je dirais que il est clair pour moi que nos modes de communication habituels, quotidiens, notre façon de converser entre nous pour parler de la pluie, du beau temps, de ce qu'il y a à faire le lendemain ou le surlendemain, même les communications médiatiques dans leur ensemble, échouent à dire certaines choses, permettent de dire beaucoup de choses, permettent de faire avancer la société sur le plan politique, économique, social jusqu'à un certain point, mais échouent à dire certaines choses qui font pourtant partie de nos vies, qui font partie de l'avancée humaine, qui font partie de ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus fragile en nous, de plus fort aussi, parce que ce qui nous habite comme passion, comme amour, c'est puissant également, c'est comme un grand vent. Et pour moi, il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'en poésie. Alors, je considère que tout le monde a intérêt à en lire, ne serait-ce qu'un peu, à en écrire parfois, même si ce n'est pas publié dans un livre chez un éditeur reconnu, ça n'a aucune importance. La poésie permet de lire et de communiquer des choses qui ne peuvent être communiquées autrement et qui sont, voilà, j'en suis convaincu, centrales dans l'expérience humaine. Excellent, magnifique. Là, vous clôturez merveilleusement bien ça. Ce que la nuit déposera dans tes mains de notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Tristan Malavoie, publié aux éditions Main Libre, tout récemment en 2023. Un livre donc qu'on peut trouver dans les librairies, présentement. Tout à fait, un peu partout. Un peu partout, parfait. Ce que la nuit déposera dans tes mains. C'était un plaisir de vous avoir accueilli, monsieur Malavoie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour l'intérêt continuel. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.